Nos cochons d'Inde naissent, vivent et meurent. Leur temps parmi nous varie parfois d'un extrême à l'autre. Certains ne fêteront jamais leur premier anniversaire et d'autres battent des records de longévité. Même si leur bagage génétique doit les prédisposer à développer certaines maladies, ou au contraire à mieux résister à d'autres, le cadre de vie a sans doute une influence majeure. Mais quoi exactement? Quel est ce cadre de vie idéal qui permettrait de leur assurer une longue vie? Vous vous souvenez, en septembre 2017, je vous invitais à répondre à une enquête sur le mode de vie de vos cochons d'Inde. Depuis tout ce temps, tout le monde a oublié ton enquête. En 18 mois, j'ai récolté 180 témoignages. Peut-on en tirer des conclusions? Qui dit études et statistiques, dit chiffres, histogrammes et diagrammes. J'espère que la vidéo ne sera pas trop soporifique. Je suis sûre que si. 30 minutes à parler pourcentage, je vais jamais tenir. On commence par un tour d'horizon des cochons d'Inde qui ont participé au questionnaire. D'abord, leur origine. La grande majorité, presque la moitié, provient d'animalerie. Ensuite, de proportions assez égales, nous avons une origine de chez des particuliers ou d'un élevage. Et enfin, un refuge, né à la maison ou trouvé, se partagent les restes. Et les animaux trouvés, bien sûr, en général, en réalité, proviendraient d'une des autres catégories. Et ça, forcément, ils sont trouvés, donc on ne sait pas. Les races. Pareil, on pourrait quasiment dire donc que les 2/3 sont représentés par les poils lisses et les rosettes, donc les races les plus courantes. Enfin qu'il y a les poils longs, et tout ce qui concerne les races un peu plus particulières, telles que les teddy, les skinny ou les cuis, sont en très petite minorité. Pour ce qui est du sexe, la majorité sont des femelles. Ensuite, nous avons des mâles entiers et les mâles castrés sont très rares. Où vivent les animaux? En grande majorité, ils vivent dans une pièce commune, sinon dans une pièce privée telle qu'une chambre, et en beaucoup plus petite minorité, soit en extérieur ou dans un garage ou une cave. Ils vivent aussi en majorité dans une cage ou un clapier. Et sinon, nous avons quand même ceux qui vivent en parc ou cavy cage. Et enfin, en liberté, ils étaient quand même assez nombreux, j'étais surprise. Tant mieux pour eux. Pour ce qui est de la compagnie, en majorité, ils vivent avec un congénère du même sexe, ou alors tout seuls toute leur vie, et éventuellement avec un congénère de l'autre sexe, ou alors ils ont vécu avec un congénère une partie de leur vie. Et très peu sont ceux qui ont vécu avec un lapin, tant mieux. Et maintenant que l'on sait ça, que fait-on? Eh bien, voici les maladies que ces cochons d'Inde ont eues. Certains en ont eu plusieurs, et d'autres une seule. Parfois, ils en sont morts, mais peuvent en avoir guéri. Les maladies développées. On remarque que les tumeurs et cancers sont les problèmes de santé connus les plus courants. Viennent ensuite les occlusions intestinales ou arrêts de transit, puis les problèmes respiratoires. Et la grande majorité sont des maladies inconnues. Ceci nous amène au graphique suivant. Les causes des décès. Les tumeurs et cancers sont toujours importants, mais malheureusement, dans la plupart des cas, les animaux meurent de maladies inconnues. Soit les propriétaires n'ont décelé aucun symptôme et l'animal est mort soudainement, soit l'animal avait l'air malade et a peut-être été même emmené chez le vétérinaire, mais aucun diagnostic n'a été posé. Ou alors, il y a une maladie inconnue qui n'a pas encore été découverte et qui terrasse les cochons d'Inde. Parmi les renseignements que vous m'avez indiqués en remplissant le questionnaire, je me suis permise de faire des corrections. Toutes les personnes ayant indiqué que leur cochon d'Inde était mort de vieillesse alors qu'il avait moins de 7 ans, je les ai placés dans maladie inconnue sans symptômes. Car un cochon d'Inde de moins de 7 ans n'est pas vieux, et même quand un cochon d'Inde meurt à 7 ans, ou un peu plus, c'est très rarement son cœur qui lâche dans son sommeil. En général,
il est malade. Et maintenant, eh bien, je voudrais faire des rapprochements, voir quels étaient les modes de vie, les origines, etc. des cochons d'Inde selon chaque maladie. Pour savoir comment vivaient vos cochons d'Inde, en plus des informations précédentes, je vous ai demandé d'indiquer les quantités et origines du foin, des granulés, des légumes, s'ils étaient complémentés en vitamine C, s'ils bénéficiaient de sorties et s'ils étaient actifs ou non. Je sais ce qui arrive dans la vidéo ensuite, et tu ne parles jamais d'activité physique. Il y avait des questions inutiles dans ce questionnaire. Malheureusement, certains critères que j'aurais aimé étudier ne pourront pas compter pour cette émission, car ils sont trop majoritaires et les autres réponses étaient trop peu représentées. Je ne peux pas en tirer de conclusion. À titre d'exemple, voici une question sur laquelle je pourrais vouloir réfléchir. Est-ce que les animaux provenant d'animalerie ont plus facilement le cancer? C'est une simple hypothèse. Ceci aurait pu être étudié si j'avais obtenu autant de questionnaires remplis pour des cochons d'Inde provenant d'animalerie que de refuges ou d'élevage. Mais comme la majorité provient d'animalerie, forcément que ces animaux risquent d'être présents un peu dans toutes les maladies sans que cela ne soit lié à leur origine. Ce critère ne pourra donc pas être retenu comme pertinent dans bien des cas. Nous allons désormais étudier les traits communs aux cochons d'Inde ayant développé les différentes maladies listées. Première maladie que nous allons étudier, la diarrhée. Alors, en cochons d'Inde, il y en a 20. Cela veut dire que sur les 180 cochons d'Inde pour lesquels j'ai obtenu le témoignage, 20 ont eu une diarrhée à un moment de leur vie. Eh bien, en majorité, ils ont reçu un foin spécialisé, donc spécialisé rongeur, à 45%, ce qui était l'idéal à répondre. La quantité a été à volonté à 65%, ce qui est aussi le plus important. Les granulés étaient des extrudés à 65%, on ne peut pas rêver mieux non plus. La quantité donnée était de 10 à 30 grammes par jour. Pour 60%, c'est ce qui est recommandé. Par contre, on se retrouve avec des légumes donnés en quantité un peu à 70%. Ça donc représente une grande partie des cochons d'Inde. La vitamine C à 40%, jamais. Et ensuite, pour les autres, le biberon à 80%, mais franchement, cette information ne se révélera pas pas intéressante, puisqu'en grande majorité, comme pour les animaleries, les animaux avaient toujours un biberon. Ils vivaient dans une pièce commune, en cage. Le type de litière n'a rien révélé. Entre chanvre, copeaux, tissus, à chaque fois c'était beaucoup trop épars pour qu'on puisse trouver quelque chose qui était plus important que les autres. Le sexe, à 60% ce sont des femelles, à 35% ce sont des poils lisses, et en origine ils venaient d'animalerie ou de chez un particulier. Ce que je trouve ici intéressant par rapport à la maladie, c'est la quantité de légumes et la vitamine C. La diarrhée vient d'un dysfonctionnement des intestins. La digestion a un souci. Un animal qui est habitué à manger des légumes a un transit qui se porte mieux. Donc si les animaux mangeaient peu de légumes, on peut considérer qu'en effet que le jour où on se met à leur en donner, ils peuvent forcément développer une diarrhée parce que leurs intestins ne sont pas habitués à gérer ce type de nourriture. Ou alors justement que les légumes aident leur organisme à mieux se porter et évitent de développer des diarrhées. On remarque donc que les animaux qui ont une diarrhée ici mangent peu de légumes et sont éventuellement jamais complémentés en vitamine C, qui sont les deux choses à corriger. On pourra aussi voir que l'origine d'animalerie et de particuliers qui ressort cette fois, alors qu'il n'y avait pas tant que ça de cochons d'Inde ayant été pris chez un particulier, représente une majorité par rapport aux autres origines possibles. Le pourcentage de cochons d'Inde provenant d'élevage était le même que celui d'animaux venant de chez un particulier. Donc on peut se dire que les animaleries des particuliers sont des origines auxquelles les animaux ne grandissent pas en ayant accès non plus à des légumes, et que potentiellement, si quand ils sont petits, ils ne sont pas habitués à manger des légumes, ils ne seront pas non plus enclins facilement à en manger une fois adultes. Et en même temps, on se retrouve avec des animaux dont les intestins ne sont pas habitués non plus à digérer des légumes, ce qui peut davantage aider à avoir des problèmes de digestion et générer des diarrhées.
Pour moi, sur les réponses pour éviter la diarrhée, les choses étaient la vitamine C à complémenter absolument et donner des légumes tous les jours. Si je peux me permettre, les stats ici sont biaisées. Il aurait fallu préciser de cocher diarrhée uniquement s'il s'agissait d'une diarrhée en tant que maladie, et non pas d'une diarrhée symptôme d'une autre maladie. Un cancer, par exemple. Ensuite, les infections urinaires. 13 cochons d'Inde ont connu ce problème de santé. Dans les réponses au questionnaire, je ne vois ici que de révélateurs le fait de donner des légumes en trop petite quantité, à 54%. Les infections urinaires sont en général le fait d'un animal qui n'urine pas assez. Le fait de manger des légumes hydrate l'animal et donc le fait uriner davantage. Et cela permet d'évacuer le sable ou toutes les impuretés qui peuvent se trouver dans l'urine. Et plus un animal urine, plus les impuretés sont dissoutes et plus elles partent du corps rapidement. Oh, chouette! Tu nous invites à faire encore plus pipi partout! Donc évidemment, je ne pouvais pas vous demander si l'animal buvait beaucoup, c'est assez difficile de s'en rendre compte. On peut juste remarquer que comme d'habitude, la distribution est de ce fait en biberon, et aussi que la majorité, à 69%, les cochons d'Inde qui ont une infection urinaire étaient des femelles. Donc peut-être que les femelles sont davantage prédisposées à ce problème, et un moyen de se prémunir des infections urinaires est de s'hydrater davantage, et puisqu'on ne peut pas forcer un animal à boire, on peut en tout cas l'hydrater par le fait de lui donner des légumes, pauvres en calcium bien sûr. Revoir l'émission sur l'alimentation. Nous voyons ensuite les kystes et abcès. Alors les abcès, peut-être que certaines personnes ont coché abcès suite à une bagarre, et c'est vrai que dans ce cas-là, ce n'est pas vraiment à mettre dans le questionnaire par rapport à ce que l'animal peut développer de sa santé, mais les cochons d'Inde peuvent très bien faire des abcès spontanés, c'est-à-dire de créer un abcès dans leur corps, et pas spécialement parce qu'ils ont avalé de travers un bout de foin qui a irrité la gorge et qui a généré un abcès. Les abcès peuvent se générer vraiment partout dans le corps d'un cochon d'Inde, ça peut arriver, ce sont des animaux qui font des abcès. La plupart des cochons d'Inde ont des kystes, la majorité des femelles ont des kystes ovariens par exemple, mais du moment qu'ils ne grossissent pas, ils ne sont pas un problème. Le problème d'une grosseur, que ce soit une tumeur ou un kyste ou un abcès, c'est toujours le fait de est-ce qu'il continue de grossir et est-ce qu'il va faire pression sur les organes qui sont à côté et les empêcher de fonctionner correctement. Bref, ce qui ressort ici, c'est qu'en majorité, les réponses sont correctes, à part des copeaux de bois en litière à 39%, mais il m'est difficile de comprendre pourquoi est-ce que kyste et abcès seraient liés à copeaux. Et je remarque aussi à corriger que les animaux ont toujours des légumes en trop petite quantité à 72%, ce qui n'est pas rien. Donc on réinsiste pour la 3e fois là-dessus, vos cochons d'Inde doivent avoir des légumes tous les jours, de manière variée et en grande quantité. Donc à 10% du poids par jour, voir l'émission sur la nutrition. La malocclusion dentaire, 20 cochons d'Inde ont connu cela. Alors nous avons maintenant dans le type de granulés les mélanges de graines qui font leur apparition. Donc on remarque que quand je parlais de kystes ou d'infection urinaire, le mélange de graines n'apparaissait pas, mais que quand on parle d'un problème de dents, le mélange de graines apparaît. Ce qui me paraît être quand même éventuellement quelque chose qu'on peut considérer comme étant lié puisque ça touche à l'alimentation. Et aussi le gros problème, c'est que les granulés en majorité sont donnés à volonté. Le problème est que même si le foin en majorité est de type spécialisé, donc un foin pour rongeurs et qu'il est donné à volonté, un animal ne va pas manger plus qu'il n'a besoin. Même si les cochons d'Inde nous apparaissent comme des petits gloutons qui ne cessent de manger, en réalité il y a un moment où ils seront rassasiés et où ils vont juste dormir pour digérer et arrêter de manger. Et comme nous le ferions nous-mêmes, si on leur propose un plat avec quelque chose qu'ils préfèrent et quelque chose qu'ils aiment moins, ils vont forcément davantage manger ce qu'ils préfèrent. Et s'ils se retrouvent donc avec un mélange de graines à volonté, peut-être qu'ils vont taper dans les graines et ne pas manger assez de foin. Ce qui va leur permettre de ne pas user assez leurs dents, puisque les graines n'usent pas les dents, alors que le foin est ce qu'il y a de mieux et de parfait pour faire des belles dents à vos cochons d'Inde. Donc déjà sur ce questionnaire, un gros problème. Les granulés type mélange de graines sont à supprimer, on n'en donne jamais, le cochon d'Inde
a besoin d'extrudés, éventuellement parce que c'est optionnel, on n'est pas obligé de donner des extrudés à son cochon d'Inde. Et les granulés ne sont jamais à donner à volonté. Il faut maîtriser les quantités que vous lui donnez, ce ne sont que des apports bonus qui peuvent lui servir de petites friandises. Et ensuite, à 35%, on voit que les animaux qui ont connu cette malocclusion dentaire, à 35% provenaient d'animalerie. Et quand même que ceux qui ont été trouvés, qui étaient en très très faible pourcentage, sont à 25%. Je trouve qu'un animal qui est trouvé a certainement eu justement, donc vient d'un foyer où on ne s'occupait pas de lui, où il devait avoir une mauvaise alimentation certainement, et qui fait qu'il a eu des problèmes de dents. Nous passons désormais à l'occlusion intestinale, ou arrêt de transit. 24 cochons d'Inde ont rencontré ce problème, et nous remarquons en choses qui peuvent faire tiquer et me dire que quand même, ça doit venir de là, ou au moins on pourrait en prévenir en réglant ces problèmes, que les granulés à 29% sont donnés à volonté, même s'il s'agit d'extrudés à 83%. Donc là, on est bien. Mais il y en a quand même 29%, donc presque un tiers de ces cochons d'Inde qui avaient des granulés à volonté. Que les légumes à 71% sont donnés en petite quantité et que la vitamine C à 33% n'était jamais donnée. Comme on l'a vu pour la diarrhée, pour le bon fonctionnement des intestins, nous avons besoin de légumes en grande quantité et aussi de foin. Le foin est donné à volonté, mais comme je l'expliquais, pour la malocclusion dentaire, un animal qui a des granulés va avoir tendance à les manger et à ne pas manger assez de foin. C'est pour ça qu'il faut réduire les apports en granulés. Et 42% proviennent de chez des particuliers et ensuite d'animalerie à 29%. Donc on rejoint toujours ce que je disais tout à l'heure. Moi je pense que les particuliers, donc ce ne sont pas des élevages, mais les particuliers, donc peut-être des annonces sur le Bon Coin ou ce genre de choses, où justement donc, ce sont des gens qui ne sont pas spécialement formés, qui ne connaissent pas forcément l'espèce. Les otites, 9 cochons d'Inde en ont eu une. Alors oui, là, il y a beaucoup de choses qui ont été vidées d'un seul coup, parce que vraiment, je ne pouvais faire aucun rapprochement au niveau du type de litière, du sexe, de la race, de la vitamine C, pour une fois aussi, pareil, rien ne ressortait, ou de la quantité de granulés. Non, mais qu'est-ce que tu veux tirer comme conclusion avec des résultats aussi vides? Par contre, l'otite, pour la première fois, le fait de vivre en extérieur apparaît à 11%. Parce que jusqu'ici, si on revient sur le camembert présenté au début du type d'habitat, un très petit pourcentage représentait les cochons d'Inde donc qui vivaient en extérieur. L'otite pouvant être causée par des courants d'air, je me dis aussi que là, c'est quand même parlant d'avoir d'un seul coup le fait de vivre en extérieur qui apparaît. Donc là, pour moi, c'est quand même assez parlant le fait de se dire que potentiellement, forcément, le fait de vivre en extérieur fait pencher le risque d'avoir une otite. Viennent ensuite les parasites. Donc tout ce qui est parasites de peau, donc avoir des croûtes qui peuvent être générées par une teigne, une gale ou des puces. Alors c'est vrai que soit on achète un animal et une semaine plus tard il se met à développer des croûtes, soit il était malade avant mais ne l'avait pas encore déclaré ou commencé et on n'a pas fait attention en animalerie qu'il y avait une petite croûte par exemple derrière l'oreille et que petit à petit ça se met à s'étaler partout. Et donc dans ce cas-là, le problème ça vient du lieu où il était avant, donc par exemple de l'animalerie, ce qui est très courant. Et donc là on en a 47% qui viennent d'animalerie qui ont développé un parasite. Dans le questionnaire, il n'y avait pas en possibilité d'indiquer si l'animal avait ce parasite dès l'arrivée chez vous, ou dans la semaine ou le mois qui a suivi, ou s'il l'a développé au cours de sa vie. Par exemple, ça fait 2 ans que vous avez votre animal et il a développé une teigne. Donc là, au niveau des parasites, à part la provenance d'animalerie, ou si après achat, il a développé une teigne, une gale, c'est certainement lié. Mais si c'était au cours de sa vie, ce sont des maladies contagieuses, donc logiquement, il a dû attraper ça quelque part ou subir un stress et qui fait qu'il était déjà porteur, mais porteur sain, et qu'il l'a développé du fait d'être affaibli. Les problèmes respiratoires pour 22 cochons d'Inde. Alors, à 45%, on se retrouve avec des légumes donnés en trop petite quantité, ce qui est quand même pas mal, et sur une litière de copeaux de bois à 36%. Donc un problème respiratoire pour les légumes en petite quantité, on peut dire que c'est pas lié, à part que quand même le fait de manger de nombreux légumes aide le cochon d'Inde à être en meilleure santé et donc davantage à résister aux maladies.
Et donc ensuite, dans le reste, donc puisqu'il n'y a pas de vie en extérieur qui est ressortie, il y a quand même le fait de se dire qu'il y avait des copeaux de bois, et les copeaux de bois sont connus. Justement, c'est pour ça qu'on déconseille les copeaux de bois et qu'on dit qu'il ne faut pas les utiliser pour les rongeurs et les lapins, parce qu'ils peuvent créer des problèmes respiratoires. Donc je ne vous dis pas de passer au tissu, mais de prendre du chanvre ou du lin. Les tumeurs pour 29 cochons d'Inde. Donc vous voyez là, on voit que le foin spécialisé, à volonté, désextrudé, donné en bonne quantité, des légumes à volonté à 41%, bon pas assez à 52% quand même, vitamine C tous les jours pour un tiers. Alors par contre, donc, je remarque que les rosettes à 41% sont ceux qui ont développé des tumeurs. Donc est-ce que c'est une race qui développe plus facilement des tumeurs? Pas du tout. Je n'ai jamais eu de tumeur, moi. Les rosettes sont parfaits. On n'est jamais malade. Et enfin, quand même, à 38% des animaux qui vivent sur du tissu. Parce que majoritairement, j'ai souvent, donc jusque-là, on avait à chaque fois en réponse en habitat litière, copeaux ou chanvre peut-être, mais jamais tissu. Le tissu apparaît. Moi, c'est une question que je me pose. Les perturbateurs endocriniens sur le tissu, on le sait, ça peut se produire. Donc je me demande si les produits qui sont mis sur les tissus pour les colorer, pour les teinter, pour empêcher qu'ils soient inflammables et ce genre de choses, est-ce que le fait d'avoir nos animaux qui dorment dedans tout le temps ne fait pas qu'ils respirent des produits nocifs et qui leur fait développer des cancers ou des tumeurs? Ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve intéressant qui ressort et qui serait à creuser. Nous arrivons dans la partie un peu mystérieuse. Donc d'abord les maladies inconnues sans symptômes détectés. Donc pour 40 cochons d'Inde. Donc je rappelle que j'ai basculé dans cette catégorie les cochons d'Inde pour lesquels certaines personnes ont indiqué qu'il était mort de vieillesse alors qu'il avait moins de 7 ans. On retrouve à 48% que les animaux mangeaient peu de légumes, à 35% qu'ils n'avaient jamais de vitamine C et à 50% qu'ils vivaient avec des copeaux de bois. Puisqu'il n'y avait aucun symptôme, on ne peut pas savoir de quoi l'animal est mort. Mais il y a le fait de connaître son animal. Si je connais mon animal, je serai plus en mesure de remarquer que quelque chose ne va pas dans son comportement. Pour les animaux morts de vieillesse, donc il y en avait 13 qui ont vécu plus de 7 ans. Alors il y a des choses très mauvaises qui ressortent et qui sont désespérantes de savoir que 69% des cochons d'Inde qui ont vécu plus de 7 ans n'avaient jamais de complément vitamine C, que 46% avaient juste un peu de légumes, que 62% vivaient sur copeaux de bois. Donc c'est assez désespérant. Mais en même temps, ce que je me dis, c'est quand même ceux qui vivent longtemps, pour moi, c'est vraiment de la génétique ou voilà, ils ont ça en eux. Donc certainement une meilleure robustesse. Ils vont pas avoir de malocclusion dentaire même s'ils mangent mal, même si on leur donne des granulés et quasiment pas de foin ou du foin tellement pas appétant qu'ils n'ont pas envie de le manger et qu'en plus on les aide pas en leur donnant de la vitamine C et qu'on les aide pas en leur donnant des légumes, et ben malgré ça, ils vont continuer à avoir un super transit, ils vont pas faire d'arrêt, ils vont pas faire malocclusion dentaire. Si on tombe sur des forces de la nature comme ça, forcément, ils passent. Enfin, voilà, c'est comme les gens qui vont fumer toute leur vie, de leur adolescence jusqu'à 90 ans, ils vont fumer, ils n'auront jamais de cancer. Et je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à tirer de ça, quoi. Il n'y a pas la recette miracle de dire un cochon d'Inde qui vit vieux, c'est comme ça qu'il faut l'élever. Tout cochon d'Inde est immortel, car il vit à jamais dans le cœur de l'humain qui l'a aimé. Alors comment éviter cela? L'intérêt de cette émission, c'est surtout de prévenir les maladies, d'aider à sensibiliser et soigner au mieux nos chers pouis-pouis pour éviter qu'ils ne meurent prématurément. Parmi les maladies mortelles, voici quelques conseils pour soit les éviter, soit permettre que votre cochon d'Inde guérisse. Donc bon, 13 qui sont morts de vieillesse, c'est très bien, du moment qu'il meurt à plus de 7 ans, je trouve que c'est un bel âge. Il faut garder la même vigilance sur un cochon d'Inde qui a 7 ans que sur un cochon d'Inde qui en a 4 ou qui en a 2. 14 sont morts d'un accident. Donc ça évidemment, peu importe le style de vie que vous lui offrez, toujours se dire qu'on n'est jamais trop prudent. Jamais. Tumeurs et cancers, 18 cochons d'Inde
sont morts de cela. Pas attendre trop tard pour enlever la tumeur. Éventuellement, faire attention au tissu, puisque personnellement, je trouve que dans cette étude, le fait de vivre sur du tissu a l'air de se rapprocher du fait de faire des tumeurs. Et moi, personnellement, ça m'inquiète un peu pour les miens. Arrêt de transit. Il y en a 6 qui en ont fait un. Donc déjà, donnez des légumes à 10% du poids à votre animal, lui faire manger du foin. Les extrudés doivent être de 10 à 30 grammes par jour maximum. Et l'arrêt de transit, surtout, c'est que dès que votre animal ne mange plus ou beaucoup moins, vous le gavez. Vous le forcez à manger, vous le forcez, vous le forcez, vous le forcez. Il ne faut surtout pas que ça stagne dans son bidon. Pour cela, vous regardez la vidéo sur le gavage, l'astuce sur comment gaver un cochon d'Inde, l'astuce sur comment faire une pipette de gavage et la leçon du professeur Cacahuète sur le transit des cochons d'Inde. Oui, regardez mes vidéos, elles sont bien meilleures. Elles sortent régulièrement et leurs sujets se suivent de manière logique. Beaucoup de cochons d'Inde pourraient réussir à être soignés de leur maladie si on les gavait. Et foncez chez le veto. Malocclusion dentaire, 6 cochons d'Inde en ont fait une. Là, on va partir sur le fait d'avoir un apport en foin et en légumes important, en bonne quantité, et les extrudés toujours limités. Ensuite, problème respiratoire pour 11 cochons d'Inde. Pour prévenir un problème respiratoire, au moins donc de ne pas mettre son animal sur des copeaux de bois, litière, chanvre, lin. Un foin de qualité, parce qu'un foin poussiéreux pareil peut amener des saletés dans les voies respiratoires. De faire attention à l'humidité de la pièce. Jamais de courant d'air. Les cochons d'Inde sont très sensibles au courant d'air. Ils ne doivent jamais être dans un courant d'air. Et l'examen hebdomadaire qui vous permettra de repérer facilement s'il y a une gêne au niveau de la gorge, de la respiration, des flancs, si son rythme respiratoire est accéléré ou très lent. Pour ce qui est des maladies avec symptômes, puisqu'on a 40 cochons d'Inde qui sont morts d'une maladie avec symptômes, mais qui en sont quand même morts puisqu'on n'a pas de diagnostic posé. Donc je vais vous dire de toujours connaître votre animal, passer votre temps à l'observer dès que vous pouvez, observez-le. Et observer son animal, c'est passer du temps avec son animal, donc n'est pas nécessairement je le prends, je le tiens dans mes bras et je le câline. Mais juste vous asseoir à côté de son espace de vie et l'observer vivre. C'est le meilleur moyen de connaître ses mimiques, son comportement et repérer quand ça ne va pas, quand il commence à agir différemment et de vous dire il y a quelque chose qui ne va pas et d'aller chez le veto. C'est pareil pour les 39 qui sont morts d'une maladie mais sans symptômes, donc que vous n'avez pas vu venir. Voilà, l'examen hebdomadaire, toujours pensez à le faire toutes les semaines, revoyez la vidéo sur l'examen hebdomadaire. J'espère que cette longue émission parfaitement chaotique aura su quand même vous captiver, vous aura appris des choses, vous aura permis de vous dire qu'on n'est jamais assez vigilant. Il nous a pas fait trop peur non plus, hein, bien sûr, parce qu'après sinon on ne fait plus rien, parce qu'on a toujours peur que peu importe ce qu'on fait, ce sera jamais assez. Et malheureusement c'est certainement le cas, mais le principal c'est de continuer à s'informer, de se corriger quand on fait des choses qui ne sont pas bien, et de toujours veiller sur son animal et de ne jamais hésiter à aller chez le vétérinaire, en ayant bien sûr conscience qu'il faut aller chez un vétérinaire spécialisé. C'est bon? Vous avez pigé?